Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Et bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi, mercredi 7 mai 2025, ensemble jusqu'à 10 h. Hakim Abdelghafour, le réalisateur, vous salue, vous souhaite la bienvenue dans notre émission, une émission culturelle, c'est le magazine de la chaîne 3, tout au long de l'année et de la semaine jusqu'à mercredi. On est ensemble pour un maximum de rendez-vous culturels, d'informations, et comme vous le savez, c'est aussi le mois du patrimoine, donc on est vraiment lié à cette préservation du patrimoine. Le slogan de cette année, c'est le patrimoine et l'intelligence artificielle. À cette occasion, on est ravis de le recevoir dans les studios d'Alger Chaîne 3, Dr Barara Ahmed. Il est chercheur, spécialiste également, docteur en génie civil. Il se spécialise aussi dans les études du sol également et de la préservation du patrimoine, notamment du bâti. Il est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de le recevoir. Monsieur Barara Ahmed, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Merci de votre invitation. Dans le 100% culturel, je disais que vous êtes docteur en urbanisme. Non. Alors, écoutez, je suis donc ingénieur génie civil. Oui. Je suis docteur en génie civil, option mécanique des matériaux. Très bien. Autrement dit, j'ai une vue sur tout ce qui est structure et toutes les composants des structures, c'est-à-dire que les matériaux, les composants. Absolument. Voilà, donc ça, c'est globalement. Et je suis en fait, donc j'ai à peu près une trentaine d'années dans le domaine de l'ingénierie et de la recherche. Écoutez, vous êtes le bienvenu parmi nous dans le 100% culturel, dans le monde aussi de la préservation aussi du patrimoine algérien. Ah oui. Puisque hier, vous avez donné une conférence au niveau du musée maritime d'Alger, où vous êtes revenu un peu sur l'intelligence artificielle et la préservation donc, du patrimoine. En fait, l'intitulé donc de la conférence était de l'importance de l'utilisation des outils modernes et donc dans l'intelligence artificielle et non plutôt des outils et de la multidisciplinarité. Très bien. Oui, dans les opérations, dans les études de sauvegarde du patrimoine. Voilà exactement l'intitulé. C'est-à-dire qu'en fait, on a les études de sauvegarde du patrimoine qui doivent être normalement conséquentes. Oui. Et c'est l'importance de la multidisciplinarité et aussi l'utilisation des outils modernes, notamment l'IA. Oui. Et puis, pour illustrer tout ça, on a pris Dzaïr. Oui. Dzaïr Demzgharna. Donc en fait, pour voir quelle était donc, l'accumulation des connaissances qui ont, à ce jour, donc depuis pratiquement quand on a commencé à travailler à partir des années 80, donc, à partir de l'atelier Kasbah, de Rachid Boumdine, donc sociologue et urbaniste, hors pair, jusqu'à dernière date, jusqu'à la GEBC, j'ai essayé de dresser donc, un peu un état des lieux en introduisant un peu tout ce qui est technique et connaissances scientifiques. Voilà un peu. Donc, concernant c'est parfait. Le temps d'une pause musicale avec Bryan Adams, Everything I Do It For You. 9h21 en direct d'Alger, chaîne 3 dans le 100% culturel. Avec nous, docteur Barara Ahmed, docteur en génie civil. Il est parmi nous ce matin autour du sauvegarde du patrimoine de grande valeur. Donc, il a beaucoup travaillé, monsieur Barara, autour de la sauvegarde du patrimoine. On revient sur ces bâtisses de grande valeur, telles que le Bastion 23. Vous avez beaucoup travaillé autour de cette bâtisse des années 80. Vous êtes revenu aussi sur la citadelle d'Alger, sur le site de Djamila Sétif et tant d'autres. Et on revient à la Kasbah. La Kasbah vous tient aussi à cœur profondément. C'est une bâtisse qui a toute une histoire, son histoire berbère également. La distribution de l'eau au niveau de la Kasbah d'Alger, les fontaines de la Kasbah d'Alger, l'irrigation et la distribution de l'eau au niveau de la Kasbah d'Alger. Vous disiez aussi, parce que souvent quand on reçoit aussi des passionnés de la Kasbah, ils nous disent qu'également que depuis que il y a eu l'eau dans les maisons, dans les douérettes, la Kasbah a pris vraiment un coup de grâce. Vous nous donnez une autre vision beaucoup plus scientifique, beaucoup plus, vous nous donnez une réponse beaucoup plus scientifique, beaucoup plus universitaire et qui est liée à l'histoire, docteur Barara Ahmed.
Bien entendu, donc il faudrait tout d'abord rappeler que la Médina, dite Qasba, donc la citadelle, un terme que j'aime pas parce qu'il est connoté. Donc les Qasba, toutes les Médinas musulmanes, ils les appellent Qasba, curieusement. Okay. C'est pas méchant, mais c'est un peu connoté à la langue. Hein. Donc c'est un terme devenu péjorant. Donc restons sur la Médina de Dzer de Mzghna. En fait, il faut comprendre que si on doit dater historiquement, la Médina, elle date de 1716, parce qu'elle a été détruite par un séisme. Alors, les haltes, donc en fait, elle est située dans un endroit qui a été donc, décrit à partir de 4 siècles avant Jésus-Christ par un navigateur grec comme étant un mouillage, donc un ancien port numide, là où c'est, donc protégé des vents d'Est. Et puis, donc, après, il y a une histoire d'Icosium un peu glauque. En fait, on en a parlé hier, donc, sur l'historiographie de la Médina, qui reste encore à faire, ou du moins à vérifier. Et puis, donc, elle est devenue une petite enclave romaine. Donc, les Romains sont venus à partir du 4e siècle, de 40 après Jésus-Christ, c'est devenu un municipe romain, parce qu'elle est tombée donc, dans l'escarcelle des Romains. Et donc, il y a les traces, on les a retrouvées donc, de cette cité romaine. Avec, les fouilles, hein, les fouilles, exactement. Le travail qui a été fait pour le métro, et on s'est retrouvé dans on a parlé de tout travail ça. De recherche. On a trouvé les traces, donc, par exemple, du cardo, donc des rues. Et puis après, à partir du 5e siècle, la cité romaine décline. C'est devenu donc un enjeu entre les Vandales, les Byzantins et de temps en temps des reconquêtes par les autochtones. Parce que bon, par exemple, quand vous savez que par exemple la cité romaine, donc dite Icosium, between brackets, elle a été détruite par les Nubels, au temps donc de Juba II, donc de la Mauritanie césarienne. Elle a été détruite, complètement détruite. Et puis, à un certain moment, je vous dis, ça s'est passé entre les mains des Vandales, des Byzantins, ça a été repris par les Romains. C'est une histoire très perturbée à partir du 5e siècle. Et puis, en fait, ça dort, elle disparaît de l'histoire, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse avec Belkhin Ben Ziri. Donc, les Zirites, qui est une grande civilisation nationale. Donc, on a pu, par exemple, pendant un siècle, donc avoir qu'on appelle ça, un État-nation qui va de la Tunisie jusqu'au Maroc. Donc ça, c'est les Zirites. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu Dzer de Mzghna. Donc c'est le père qui délègue son fils Belkhin pour fonder Dzer de Mzghna. C'est là où vient l'appellation. Et donc on est revenu sur tout ça. Et donc il a construite la ville de Dzer. Elle avait ses sources. Et l'une des sources qui est restée jusqu'à nos jours, qui allait monter pratiquement toute la cité, donc de Dzer de Mzghna, c'est Ain Mzouqa, qui, pour les gens de la Kasbah, ils la connaissent parce qu'elle existe toujours. Elle est toute rikiki, mais elle est toujours là. Oui, elle est présente, bien donc, sûr. C'est juste la rue de la Kasbah. Exactement. Elle existe. Alors, imaginez cette source, elle remonte jusqu'au 10e siècle. Vous voyez un peu. Oui. Donc, normalement, on doit mettre une plaque pour... Donc on est revenu sur toute cette histoire. Après, bien entendu, il y a eu donc, les autres colonisations. En fait, on est revenu sur ça. Donc la cité, 1716, elle était détruite. Il y a eu 20 000 morts. Elle a été reconstruite. Donc en fait, si on doit dater un peu... Par qui elle a été reconstruite? Par les autochtones? Non, c'était sous l'époque dans l'agence ottomane. Bien sûr, les autochtones. Participation, bien sûr, des autochtones. Vous savez, donc la régence. C'est toujours avec les gens de la ville. Mais aussi, ils avaient le génie de faire appel aux spécialistes. Vous savez, ils n'hésitaient pas, par exemple, pour les aqueducs, à faire appel à des grands spécialistes siciliens. Là où ils se trouvaient, ils les ramenaient. Et puis, il y a eu les Andalous. Parce que l'Andalousie, ils ont eu le temps de construire une civilisation qui est une civilisation modèle. Donc, au retour, donc avec les Morisques, etc., il y avait beaucoup de gens de métiers qui ont participé à la magnificence de la construction de la ville. Donc, voilà. Donc,
Et jusqu'à la fin de la Régence, en 1830. Donc à cette époque, la cité était pratiquement un bijou. Donc c'était une cité massive, de forme triangulaire. Le sommet, c'était la citadelle d'Ar Sultan. Et là-bas, c'est le port d'Alger. Donc c'est entre à peu près le TNA et, disons, l'actuel Émirat al-Qadr. Donc c'était un grand triangle massif, compact. Donc avec 13 grandes mosquées, 106 musallas, 80 zaouïas, donc les médersa, etc. C'est pour ça qu'en fait, ils disent que lors de la conquête coloniale, les gens étaient plus instruits qu'en France. Parce qu'il y avait un système de zaouïa, donc à travers tout le pays d'ailleurs. Il y avait un système d'enseignement qui pouvait aller jusqu'à l'universitaire. Donc c'est un système de zaouïa. Donc les gens avaient quand même une éducation, une érudition. Et arriva. Le colonisme arriva. Et là, donc, ce tissu, il a subi le coup de grâce. Je dis bien qu'en fait, les gens qui disent, bon, écoutez, parce qu'on a rajouté de l'eau, etc. Tout d'abord, ils ont commencé par nettoyer la basse Casbah. Ils ont détruit la mosquée Sida parce qu'ils pensaient qu'il y avait des trésors cachés en dessous. Et puis, ils ont fait une grande place. Janina aussi. Oui. Donc, la place de la Régence, là où il y avait tous les palais de la Régence. Et puis, après, à partir de 1860, c'était la cata, parce qu'ils ont commencé les percées, les grandes percées. Qu'est-ce que les percées pour le commun de ceux qui c'est nous écoutent les routes, ce matin, les gens, vous savez, parce que c'était en fait une sorte de... Il y avait des murs, il y avait des portes au niveau de la Casbah. Tout était compact. C'était un tissu compact, rigide, très résistant. Et quand ils sont venus, donc ils ont les éventrements, par exemple le boulevard de la Victoire, vous avez celui de la rue Arbadjé, ex-rue Marengo. Donc en fait, ils ont créé des saignées et sur les côtés, ils ont construit ces horreurs qui sont les bâtisses coloniales, qui sont de très mauvaise qualité, moches. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve un peu en Europe, qui n'ont aucune tonalité sismique. Alors que ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'après 1716, il y a eu un savoir-faire parasismique dans la construction de la Médina. Et c'est ce que j'avais exposé hier. Donc en fait, ces aspects de génie civil n'ont pas été très fouillés, investigués par nos universitaires. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, la maison type de la Casbah, ou de la Médina, c'est une maison de forme tubulaire, avec avec des murs épais. Donc avec des mesures antisismiques, notamment par l'introduction de rondins de tuyaux dans les murs pour les chaîner, pour liaisonner les murs entre eux. Et puis aussi, on avait trouvé des mesures qui sont d'une très grande, qu'on appelle ça, utilité. C'est ce qu'on appelle les rotules. Au-dessus des arcades, on avait pour permettre le mouvement sans que ça tombe. Donc c'était par rapport à... Nous, on pensait que c'était quelque chose de décoratif, alors que c'est aussi pour préserver contre le séisme. C'est vraiment incroyable. Hein. Donc alors vous avez la maison type de la Casbah, de Ouattara, et puis elle est dans un réseau macrostructurel. C'est-à-dire qu'en fait, elles réagissent ensemble. C'est tout un îlot. C'est une macrostructure qui mériterait d'être étudiée, par exemple, avec des techniques modernes, avec les éléments finis, pour pouvoir démontrer qu'elle est vraiment antisismique. Et c'est tout ça qui a été démoli. À partir de 62, il y a eu d'autres facteurs aggravants. Et puis aussi les séismes. Vous savez que la Médina a toujours... Nous avons 60 secousses par mois, selon nos amis et collègues du CRAC. Ça bouge tout le temps. Donc en fait, ces secousses, elles finissent toujours par affaiblir. Et le reste, c'est les interventions incompétentes, l'introduction de l'eau, et ainsi de suite. Le 100% culturel.
Et le 100% culturel continue, mes amis, cette fois-ci avec les rendez-vous culturels et artistiques. Vous le savez, nous sommes en plein mois du patrimoine. On a parlé donc tout au long de ce mois et on en parle encore et on vous invite, amis, vous qui nous écoutez, d'aller aussi à la rencontre des activités artistiques et culturelles des musées. Nos musées sont ouverts. C'est aussi de très belles initiatives qui se font. Par exemple, le musée maritime d'Alger est ouvert tout au long de ce mois, tous les jours, exceptionnellement pour le mois du patrimoine. Parce que sinon, ces ouvertures, ce n'est que pour les mardis où c'est ouvert. Mais sinon, pendant ce mois du patrimoine, vous pouvez aller profiter de ce qui se fait au niveau du musée maritime avec ses conférences, ses rencontres. Il y a aussi ces fameuses visites muséales, la valise muséale, puisque les musées se sont déplacés dans les wilayas du sud pour faire découvrir également les activités du nord, le patrimoine donc du nord algérien. C'est une très belle initiative. On reste aussi dans les expositions. Par exemple, je vous donne l'exemple du musée du Bardo qui demain, à partir de 17 h, il va y avoir donc un collectif de jeunes. Ils se sont nommés Taqafa. Donc Taqafa, c'est un collectif qui organise donc un hommage. Ça s'appelle Harayer, en hommage à toutes ces femmes. C'est à partir de demain, vous allez redécouvrir les arts plastiques en hommage aux femmes artistes et artisanes. Vous allez retrouver aussi le vêtement traditionnel, l'art culinaire, de la musique, du texte. Tout cela, c'est une sorte d'installation qui va se faire au niveau du musée du Bardo, côté donc patio du musée, où à partir de 17 h, vous allez découvrir toutes ces belles choses. Ne ratez pas le rendez-vous, c'est demain à 17 h au musée du Bardo, ici à Alger. Puis nous avons aussi des expositions telles que pour jeudi prochain, pas demain, mais ce sera pas un jeudi, ce sera plutôt un samedi. Donc pas ce samedi mais l'autre. Vous allez donc, il y a une très belle exposition qui va se faire à partir du dimanche d'après au niveau de Medina Mood qui reçoit Valentina Renem. Valentina Renem qui rend hommage à toutes ces personnes du sud algérien, du fin fond du sud algérien. Nous avons aussi Soria Ben Kortebi avec notamment la galerie Couleurs et Patrimoine qui abrite une exposition artisanale à l'occasion du mois du patrimoine. Vous avez également toutes ces belles expositions qui se déroulent au niveau de l'établissement Art et Culture, le cinéma, la place donc Émir Abdelkader également n'est pas en reste ici à Alger. Puis vous avez aussi tous ces espaces de la place des Martyrs très animés en ce moment à l'occasion du mois du patrimoine. Allez-y, profitez de toutes ces belles opportunités. Vous avez par exemple aussi à l'occasion du 8 mai 45 la Cinémathèque algérienne qui abritera aussi tous les films de la Révolution, des rencontres liées aussi à la Révolution algérienne. Le film de Jafar Guessem aussi, Héliopolis, sera aussi projeté à l'occasion. C'est un très très beau film d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir ce film, il est magnifique. Comme tous nos films, la Révolution, il y a toujours beaucoup d'émotions, beaucoup il y a des choses qui se font dans ces films extraordinaires. C'est ces films-là qui nous ont nourris, n'est-ce pas, Monsieur Barara? Notre petite enfance, on regardait ces films, il n'y avait que ces films et on a appris beaucoup de belles choses. Donc vraiment, je vous invite à sortir, à prendre vos enfants. La Casbah d'Alger est en effervescence pendant ce mois, comme toutes les Casbahs de l'Algérie, toutes les médinas, comme M. Barara vient le dire, les médinas de l'Algérie, celle de Delles, par exemple, je cite juste celle de Delles, ou d'autres. Toutes les villes algériennes sont belles. Parce qu'en fait, justement, il y a cette histoire de négation donc de tout ce qui est patrimoine à partir du 8e siècle. Et c'est triste. Donc, le fait de presque les assimiler à des squats, donc Qasbah. Qasbah تاع دلس, Qasbah تاع قسنطينة. لا, pourquoi? C'est la médina de Constantine, c'est le noyau historique de Constantine. Là, pourquoi? Donc en fait, il y a même au niveau langagier, je crois qu'il y a un travail à faire, quelques petits ajustements qui ne sont pas méchants. Oui. Enlever toutes les connotations éventuellement péjoratives. Oui. Donc la Qasbah, la Qasbah. D'ailleurs, même dans le langage populaire, il y a des Qasbah. Qasbah, c'est un peu l'endroit malfamé, coupe-gorge, etc. Dina. C'est une médina, bien sûr. C'est une médina avec tout un patrimoine, un savoir-faire et un savoir-être. Une beauté extraordinaire. Absolument. Et puis, ce qui était aussi magnifique quand on lit, quand on va dans la littérature liée à l'histoire, c'est tous ces jardins.
ces senteurs, ces plantes qui existaient autour de ces médinas. Et on reste dans ce monde, notamment des jardins, les jardins des plantes, et notamment le jardin botanique d'Alger, qui est aussi le poumon d'Alger, le jardin d'essai, avec son histoire, son patrimoine, son architecture. C'est Fatah Boumadi qui revient sur ce sujet. Le jardin d'essai d'Alger, véritable écrin de verdure au cœur de la capitale. Avec ses 32 hectares, ce joyau végétal fait aujourd'hui l'objet d'une proposition d'inscription sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Emblématique et unique en son genre, le jardin abrite des centaines d'espèces végétales, des sculptures monumentales ainsi que des perspectives spectaculaires sur la baie d'Alger. Un décor si impressionnant qu'il a même servi de lieu de tournage du premier film de Tarzan à titre d'exemple. Pour Nabila Dahmani, directrice du patrimoine au ministère de la Culture et des Arts, le jardin dispose de toutes les caractéristiques nécessaires à son classement. Le jardin d'essai, le musée public national des beaux-arts, au-delà du fait que ces deux biens soient déjà inscrits au patrimoine national comme monument naturel et culturel, c'est déjà une condition sine qua non pour pouvoir donc postuler à une inscription sur la liste indicative de l'UNESCO. Eh bien, ces deux structures ont été réalisées dans une même perspective visuelle et dans le cadre d'une étroite relation. Le jardin d'essai, bien sûr, comprend donc un jardin anglais, là aussi, avec des formes un peu plus dynamiques. Le jardin d'essai comprend également donc d'importantes structures réalisées par d'éminents sculpteurs qui, là aussi, pourraient rehausser de l'importance et de la valeur patrimoniale de ce jardin d'essai, auquel, bien sûr, viendrait s'ajouter l'importance patrimoniale de toutes les structures végétales, des essences rares, qui là aussi pourraient rehausser de l'importance patrimoniale du jardin d'essai. Et pour le paysagiste et architecte algéro-allemand Kamel Louafi, tout y est, il y a juste un seul obstacle. Le jardin d'essai a été conçu de manière à essayer pratiquement des plantes. Comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment elles vont grandir, comment elles résistent à la chaleur, comment elles résistent au froid. Ce jardin, il a ce qu'on appelle une image qui est transmise à travers le monde, qui est très importante. C'est la vue d'en haut vers la mer. Et quand vous êtes là, même avec des touristes, avec des amis, avec des visiteurs, quand ils regardent cet axe, ils se disent tous que c'est formidable, cette liaison avec la mer. Et quand vous allez vous promener à pied, vous tombez sur la rue Hassiba Ben Bouali, vous tombez sur l'autoroute et vous n'arrivez pas à dépasser ces deux surfaces de circulation pour aller à la mer. Quand vous parlez de patrimoine mondial, et ici on a toutes ces caractéristiques qui peuvent nous aider. Vous avez les axes, vous avez la diversité des plantes, vous avez les géométries, vous avez les différentes espèces qui existent, vous avez les différentes structures, vous avez la raison pourquoi ce jardin a été conçu. Il y a juste l'obstacle vers la mer. Dotée d'un riche patrimoine culturel et naturel d'exception, l'Algérie continue de valoriser et de protéger ses trésors à travers une mobilisation des autorités publiques dans une démarche à la fois nationale et internationale. Voilà, et on reste donc toujours en plein débat avec Dr Brara Ahmed qui est parmi nous aujourd'hui, docteur en génie civil. On revient sur la sauvegarde du patrimoine. Il a donné une conférence hier au niveau du musée maritime d'Alger, mais pas que. Est-ce que vous arrivez à sillonner aussi l'Algérie à travers des rencontres, des conférences, des rencontres de sensibilisation, notamment autour de la préservation du patrimoine? Nous sommes une région sismique. Il est important aujourd'hui de revenir sur la nouvelle façon de travailler et de construire également. Tout à fait, madame. En fait, disons que cette vocation donc, de l'intérêt au patrimoine, en tant qu'ingénieur, elle m'est venue pratiquement juste après les études, donc après l'ingénieur à Polytechnique. Oui. En allant à l'Ofiarak. Et bien entendu, là où on m'appelait, en tant qu'ingénieur, j'y allais. Béjaïa, Constantine. Là où je pouvais donc apporter ma contribution, j'y allais. Oui. Au moment où j'étais en poste et jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Donc avec des collègues qui s'intéressent au patrimoine comme le groupe HPA, Histoire et Patrimoine d'Algérie, que je suppose que vous connaissez, avec bien sûr. Votre ami Farid Ghili. Absolument, donc, très actif. Des gens qui sont volontaires, bénévoles, qui sont passionnés donc, du patrimoine, qui vont à la découverte de l'Algérie profonde et les preuves de l'Algérie profonde, qui sont notre patrimoine. Parce qu'en fait, le support de notre identité, c'est ce patrimoine-là. Donc on y va. Et je vous annoncerai qu'on avait découvert par pur hasard un village qui a été construit pratiquement avant la Médina d'Alger. Où? Du côté de Borj Bouarerich. Il s'appelle l'Aqsar. J'invite tous les gens à essayer
de le visiter, on a une vision donc, des villages construits à cette époque. Donc, que ce soit en termes de remparts, en termes d'organisation du village sur les crêtes, avec des sentiers, donc, et puis avec des épais murs de fortification. Je suppose que Dzer Dimzrna, puisqu'elle a été à peu près à ce moment-là, bien après ce village de l'Qsor, à Borj Bouarerich, ben, je pense que ça doit être un peu ça ce qu'il faisait à l'époque. Et normalement, qui doit faire l'objet par exemple, de doctorat, de thèse de doctorat, comment construisait-on à l'époque? Donc, au Xe siècle, au temps des Irides. Alors, est-ce qu'on peut s'inspirer de cette façon de construire aujourd'hui en 2025? Mais bien sûr, bien sûr. En fait, je suis en train de vous dire qu'il y a un savoir empirique qui a été développé. On dit même, je ne sais pas si on peut être affirmatif, c'est que le premier règlement parasismique, il date de 1716, au niveau mondial. On a commencé à mettre des règles, empiriques certes, pour donc, résister au séisme à partir de 1716. Et on les retrouve maintenant, justement. On peut les montrer par calcul que ces mesures confèrent aux structures une résistance au séisme. Ben écoutez, toutes ces informations sont précieuses ce matin que vous nous donnez, Dr Barara Ahmed, en direct d'Alger. Jechen 3, vous aimez Aziz Raïs, c'est un chanteur très apprécié pour tous ceux qui aiment le style Chabi, la Casbah d'Alger, la Médina d'Alger. On a choisi donc une belle chanson, Billah Alik Ya Raïh. Et notamment avec notre invité, M. Barara Ahmed, donc, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous, le docteur en génie civil. Il revient justement ce mois du patrimoine autour de la sauvegarde du patrimoine de grandes valeurs. On en citait quelques-uns, donc de ces grands monuments de l'histoire de l'Algérie, tels que le Bastion 23, les sites de la Citadelle, la Djemila à Sétif, et tout ce patrimoine à la veille du 8 mai 45, monsieur Barara Ahmed, c'est aussi toujours beaucoup d'émotions quand on revient à ce souvenir ô combien douloureux, et même à Alger, à la Casbah d'Alger, il y a eu aussi de la souffrance, il y a eu des massacres qui se sont faits aussi ce jour-là. Nous avons tous eu un parents ou un membre de la famille qui nous ont relaté cette histoire du 8 mai 45, nos parents, nos grands-parents, nos tantes, nos mamans, nos grands-mères nous racontaient ce souvenir terrible où les Algériens, les Algérois sont aussi sortis pour manifester leurs droits et pourquoi pas la liberté, l'indépendance du pays. Le retour a été violent et sanglant. Sidi Ali Farès a assisté à une conférence de Ammar Belkhoudia qui est historien, passionné aussi du patrimoine. Il a été l'invité hier après-midi de la rencontre qui se déroule au niveau de la galerie Mentouri. On suit ça ensemble. Le 8 mai 1945 reste une journée noire dans la mémoire des Algériens. Les massacres de Sétif, Guelma et Khrata et même dans plusieurs villes d'Algérie. Le colonisateur français a été l'acteur de plusieurs génocides en Algérie. L'écrivain et journaliste Ammar Belkhoudia. Quand on évoque la tragédie de notre peuple, on dit les massacres du 8 mai 45. Or, le meurtre collectif va se poursuivre du 8 mai 1945, tout le mois de mai, tout le mois de juin et quelques jours du mois de juillet. Ça veut dire que toutes les forces militaires françaises vont se mobiliser pour organiser méthodiquement un massacre contre les populations civiles plus de 2 mois. Sans oublier la milice. L'armée française, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va armer les colons et les fonctionnaires pour leur dire vous pouvez participer à la tuerie collective. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les émeutes, au début ça va être les émeutes au niveau de la ville de Sétif parce que la police française a tiré sur des manifestants qui ont refusé de céder le drapeau national. Et à partir de là, les manifestants algériens qui devaient organiser une marche la plus pacifique, les gens n'étaient pas armés, ils voulaient participer à la fête de la victoire comme
tout le monde, hein, pendant que les grandes capitales européennes et aux États-Unis et en URSS, les gens fêtaient la fin d'une guerre qui a coûté à l'humanité 60 millions de morts. Et pendant que les gens festoyaient la victoire sur le nazisme, la France va déclarer la guerre au peuple algérien en organisant toutes ses forces militaires en plus de la milice pour organiser une tuerie d'une manière méthodique, volontaire, délibérée qui va se solder par 45 000 victimes. Vous avez concentré votre intervention sur la ville de Guelma. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sous-préfet criminel qui répond du nom de André Achari. André Achari va organiser une tuerie et il va faire assassiner par sa milice 700 Guelmois, les membres des AML, la section AML, les SMA, les éducateurs de Médrissa Libre, bref, la chasse à l'arabe, la chasse à l'algérien systématique. L'Algérie organise plusieurs activités pour commémorer cette journée, pour rappeler aux Algériens que notre liberté n'est pas venue gratuitement. Voilà, donc il est 9h54, ce qu'il faut savoir bien entendu que demain également la chaîne 3 sera aux couleurs de ce douloureux souvenir, commémoration pour le 8 mai 45, ensemble, donc nous allons vivre cette page d'histoire, nous allons la rouvrir comme à chaque fois, et c'est aussi pour que nul n'oublie tout ce qui s'est passé donc chez nous en Algérie. Donc ce qui est certain, c'est que c'était un plaisir de vous avoir reçu, Monsieur Brara Ahmed, docteur en génie civil, vous été parmi nous aujourd'hui, hein, de découvrir aussi le travail que vous faites pour la sauvegarde également du patrimoine, l'intervention de l'intelligence artificielle pour faciliter et aller plus rapidement dans le travail de recherche. Vous savez, je pense que ça va être un tournant d'ici quelques années. Donc, dans justement la conférence, j'ai mis en exergue tout d'abord l'apport de tout ce qui est technologie nouvelle pour le relever. Auparavant, vous savez, on se baladait avec des mètres, donc des mètres déroulants, des mètres télescopiques qui étaient grand trouvés à l'époque. Maintenant, vous savez, avec le scanner laser, vous savez, vous le placez. Il vous, donc, moyennant un savoir-faire, bien entendu, technique, il vous restitue au millimètre près votre ouvrage en 3D. Il y a aussi le géoradar, par exemple, des fois, il y a des découvertes de cavités qu'on ne peut pas voir. Donc, même avec le scanner, on ne peut pas les repérer. Il vous permet de repérer éventuellement des cavités. C'est le géoradar. Il y a aussi le drone. Vous savez, le drone, il passe, il y a photogrammétrie par drone, il passe, c'est plusieurs images. Et on a des logiciels qui vous reconstituent, qui font 3D. Et puis tout ça, vous le balancez ce qu'on appelle au BIM. Building Information Modeling. Donc c'est toujours, en fait, on a un modèle numérique et vous pouvez travailler dessus sur plusieurs disciplines. Donc au lieu d'avoir des plans travaillés sur papier, vous avez un modèle numérique. Vous pouvez mettre tout dedans, c'est très rapide, c'est très convivial. Donc ça, c'est l'avenir. Et l'intelligence artificielle, c'est un corollaire. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a du numérique, des données, 0-1, binaire, courant passe pas, tout ça, ça peut être géré par l'intelligence artificielle. Très bien. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est comme si vous aviez un assistant doté d'un système cognitif qui fait le travail pour vous. Exactement. Il va vous aider. Donc mais les choses viennent aussi de l'homme. Tout ce qui fait intelligence, c'est aussi l'homme qui l'a créé et qui la découvre. En tout cas, merci beaucoup. Merci, M. Brara Ahmed, d'avoir été parmi nous ce matin dans le 100% culturel. Quant à nous, on vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes d'Alger Chaîne 3 et on se retrouvera avec beaucoup de plaisir et de bonheur dimanche. Bon week-end.